Bonjour, alors je suis Yann Larue, chargée du cours d'histoire de l'art en quelque sorte de la licence première année à laquelle vous êtes inscrite. Je vais vous faire un cours où je vous présente de grands traits d'histoire de l'art. Alors vous voyez, j'ai mis un écran qui représente des femmes séparant l'homme de l'artiste, hein. C'est une peinture qui a eu d'Artemisia Gentileschi, qui a eu un certain succès au moment de l'affaire Polanski. Là, vous voyez juste Judith et sa servante en train de couper la tête d'Holoferne. C'est un tableau d'une pictoresse ou d'une peintre, dites comme vous voulez, du XVIe siècle, Artemisia Gentileschi, qui a réalisé ce tableau, qui a été utilisé donc pour montrer comment on peut séparer l'homme de l'artiste et quelle hypocrisie cela révèle. Alors, bon, cette introduction n'a rien à voir avec le cours, bien évidemment. Je vais d'abord vous introduire globalement ce cours et vous expliquer son enjeu et vous expliquer également comment on va fonctionner. Alors, première chose, j'ai horreur des emplois du temps, je trouve ça complètement idiot. Vous n'êtes pas des gens qui pouvaient suivre un emploi du temps, vous n'êtes pas à l'école, vous n'êtes pas au collège, vous êtes des étudiantes libres qui en général ont de multiples activités et des difficultés pour gagner leur vie qui leur rendent difficile l'accès à des cours à heure fixe, fût-ce à distance comme on fait maintenant. Alors moi, je suis à distance car de toute façon, il y a le Covid et tout le monde est à distance. Alors chacune se débrouille un peu comme elle peut avec cette histoire de Zoom, de distance, etc. Mon avis, c'est de faire des cours sur Zoom avec des écrans blancs, enfin des écrans vides, c'est pas très agréable. Et donc, je fais une sorte de podcast en quelque sorte, c'est-à-dire que je mets une image fixe parce que je n'ai pas trop envie qu'on voit ma tête. Ça ne présente pas un grand intérêt pour l'histoire de l'art, comme vous pouvez le deviner. Et tout l'intérêt du cours, ça va être de vous présenter un petit peu les grandes lignes des rapports entre littérature et art qui font l'objet du cours, c'est-à-dire, en fait, on va surtout parler de ce qu'on appelle la poétique par opposition à l'esthétique. Je vais revenir sur ces notions dans quelques minutes. Mais je continue pour l'instant l'introduction générale. Donc, comment on va procéder? Je vais vous faire des cours numérotés que je vais mettre sur YouTube. Je les mets en accès libre parce que vous n'en pouvez plus des mots de passe qui ne marchent pas, de l'ENT et de tout ce bazar. Donc, ça veut dire que d'autres personnes pourront écouter le cours si ça les intéresse. Il n'y a aucun problème à ça. Vous pouvez même communiquer avec moi, qui que vous soyez. J'essaierai de vous répondre s'il y a des questions. Voilà, même si vous n'êtes pas inscrite à ce cours de littérature et art de l'université Paris 13, désormais appelée Sorbonne Paris Nord, cours de L1, donc pour les premières années, qui d'ailleurs, enfin, comment dire, évoque un pan extrêmement important de la culture. Il faut bien voir qu'il aurait semblé absolument délirant à n'importe qui aurait vécu entre le XVIe et même le XIXe siècle, bien avancé, de parler d'art sans parler de littérature et de parler de littérature sans parler d'art. C'est l'aberration des disciplines et la façon dont elles sont coupées, découpées plutôt, que nous pouvons ici mettre en exergue. Alors, pour reprendre la technique générale, pour la validation du cours, j'ai eu une idée, c'est de vous poser des questions au fil du cours et vous trouverez dans la brochure une adresse mail. Alors, vous pouvez m'écrire hein, pour diverses raisons, mais en gros, l'idée, c'est que je vais vous poser au cours du cours un certain nombre de questions et ces questions serviront à la validation, c'est-à-dire vous attraperez les questions au fil du cours. Ça vous demandera une recherche très faible. Il n'y aura pas beaucoup de questions, mais ça vous permettra comme ça d'aller sur Internet et de rechercher des documents ou des idées ou des images, etc., qui seront en rapport avec le cours et qui montreront que vous avez réussi à suivre ce podcast spécial littérature et art de la fac. C'est une solution que j'ai trouvée parce que je ne vois pas comment on peut procéder sinon. Vous faire un oral, ça suppose que je vous prenne les uns et les autres, les unes et les autres, à tour de rôle sur Zoom ou sur Skype ou sur Discord ou sur Twitch ou sur je ne sais quoi. Et ça ne va pas être possible à cause du nombre, hein. Il y a trop d'inscrites, il y a trop de monde. Donc, on ne peut pas faire ça.
Et en revanche, après, pour l'écrit, vous aurez un écrit, effectivement, également à faire à la fin. Alors, naturellement, on aurait aimé tout autre chose, hein. J'aurais aimé vous envoyer notamment au Louvre, hein, bien, pourquoi pas, si les musées n'avaient pas été fermés, s'il n'y avait pas eu toute cette aberration de fermeture des espaces culturels et de violence, hein, contre la culture qui est extrêmement forte. Violence contre la culture et contre l'université, hein, parce qu'il faut bien voir l'état de découragement dans lequel sont vos profs après une réforme particulièrement scélérate, passée en force contre l'avis de tout le monde, à la faveur du Covid, qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu résister autant qu'on aurait voulu à cette réforme. Bon, les choses ne sont pas finies, l'affaire n'est pas terminée. La vengeance est un plat qui se mange froid, si vous voulez, mais l'idée de sacrifier l'université et la culture est quelque chose qui, je pense, déplaît souverainement à la plupart des étudiantes comme à la plupart des enseignantes. Ah oui, alors j'emploie le féminin majoritaire. Pourquoi? Parce que la plupart des étudiantes sont des filles dans cette fac et parce que la plupart des enseignantes sont également des filles, des femmes. Femmes et filles, nous sommes femmes et filles, hein. Donc il n'y a aucune raison de mettre un masculin majoritaire quand les femmes sont prioritaires. Pensez tout simplement à cet exemple, hein, récurrent mais amusant. 14 filles et un moustique, vraiment, on va dire comme ça. Est-ce que vraiment on va dire, quand il y a 14 filles et un moustique, est-ce qu'on va dire il? Ça ne tient pas debout, hein. Il est évident que c'est contraire à l'esprit de la langue que de masculiniser tout. C'est pas du tout un neutre, le masculin, on le sait. Il n'y a qu'à voir la quantité de têtes de mecs au gouvernement, partout. On les voit partout, les têtes de mecs. Il y en a, on est saturé de têtes de mecs. Tout ça, c'est en partie aussi à cause de l'occultation du féminin à travers le langage courant. On dit l'homme, 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 enfin des trucs absolument ridicules. Dont la dernière en date d'ailleurs, c'est la Covid, hein, vous avez dû remarquer. Alors moi, j'ai une rhume, hein, aussi, parce que si j'ai une Covid, j'ai également une rhume. Et il n'y a pas de raison, toutes les maladies, on va les mettre au féminin, c'est tellement bien, c'est tellement intelligent. Donc, quelle est cette décision? Une série de mecs incompétents qu'on appelle des académiciens, et c'est des espèces de momies qui existent depuis François Ier, qui sont mais complètement incompétents, il n'y a pas l'ombre d'un linguiste parmi eux, et qui ont décidé unilatéralement qu'on disait la Covid, et tout le monde maintenant obéit à ces crétins. Alors ça, c'est complètement idiot. Nous allons continuer à parler du père Covid et en espérant qu'il soit vite liquidé. Et vous remarquerez que du coup, la langue française crée une sorte de double standard, si j'ose dire. Vous avez le peuple et les gens qui ne mentent pas, qui disent le Covid, et dès qu'il y a un mensonge, on dit la Covid. C'est quand même étonnant, hein. On dirait que d'un côté, il y a les aristos qui mentent, et sinon le peuple qui dit les choses réellement. Je me réfère à quoi exactement? Par exemple, à une phrase que j'ai lue récemment qui disait le couvre-feu a prouvé son efficacité dans la Covid. Bon, c'est faux, bien évidemment, et c'est complètement idiot, ça n'a aucun sens. Et ils ont dit là. Bon, alors voyez comment il peut y avoir un enjeu à employer le féminin majoritaire quand les étudiantes sont en majorité, et ça vous permet peut-être de vous rendre compte, tous et toutes, donc par exemple tous, hein, pourrait-on dire, que effectivement cette non-représentation du féminin dans une langue extrêmement genrée, hein, on n'y peut rien, le français est une langue super genrée, bon, c'est comme ça, et du coup, ça crée une occultation, un gommage, une minorisation de tout ce qui est féminin. Donc, écoutez, pour une fois qu'on peut, allons-y, on n'a pas grand-chose à perdre. Alors donc, je vais faire le cours, ce sera une parole. Il n'y aura pas d'image, car les images, c'est vous qui les trouverez. Quand vous aurez écouté tout le cours, qui ne sera pas très long, hein, c'est un cours TD, donc on n'est pas censé non plus faire des heures et des heures de cours magistral, hein, voilà. Donc quand vous aurez écouté le cours et que vous aurez répondu, vous aurez noté les questions, vous y répondrez sous forme d'un écrit dans lequel vous mettrez les images. Alors, je sais que ça peut poser des difficultés aux personnes qui n'ont pas d'ordinateur et pas de réseau, mais les problèmes peuvent être en partie pris en charge par l'université. Je pense que vous le savez, que vous l'avez vu sur votre ENT. Vous pouvez vous adresser notamment à Denis Pernaut, qui s'occupera de vous, qui vous fournira
des outils pour l'année et dans la difficulté qu'on éprouve actuellement avec cette épidémie. Par ailleurs, vous pouvez tout à fait écouter ce cours sous forme de podcast, hein, avec un téléphone portable n'importe quand dans le métro, etc., avec des oreillettes. Enfin, il n'y a pas de problème. C'est facile, même sur un téléphone. Et trouver les documents et faire un fichier par téléphone, je pense que c'est également possible. Si vous avez des difficultés techniques avec ça, vous m'écrivez et on s'arrangera autrement pour que vous puissiez répondre aux questions. Les images que je vais vous demander ne seront pas des images de haute qualité, naturellement, ce sera des images que vous trouverez sur le web et que vous couperez coller dans des mails. Vous voyez, la technique va être extrêmement simple, mais ça permet ainsi de faire un cours magistral quand même où vous appreniez un peu quelque chose, de faire en sorte que vous soyez plus ou moins obligé de l'écouter du fait que les questions, je ne dis pas quand elles surgissent, hein, mieux du cours, et que de toute façon, chacun, chacune parmi les profs essaie de trouver des solutions, s'évertue à en trouver. Nous ne sommes ni aidés, ni épaulés, ni formés, ni rien. Tout le monde s'est mis à tous ces logiciels de communication au pif et au hasard comment dire, en utilisant les moyens du bord. Et tout ça témoigne d'une défaillance complète de l'État, de notre employeur, et d'une panique immense et d'un manque absolu de maîtrise et de compétences de la part de nos représentants. Bon, bref, il est temps de passer à la question de cette poétique que je vous ai annoncée au début. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est la poétique et qu'est-ce que c'est l'esthétique? Alors, d'abord, c'est une histoire de... Alors, on ne va pas parler tellement du Moyen Âge, qu'obéit à des lois propres de représentation, très, très liées à Dieu, à ses saints, à des archanges. Vous voyez, le Moyen Âge, c'est, disons, la peinture au Moyen Âge, c'est surtout lié à des obligations de représentation religieuse. C'est un domaine particulier. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'à partir du début du XVIe siècle, et ça va durer jusqu'au XIXe, donc vous voyez une très longue période quand même, il y a cette poétique, et la poétique, ça veut dire l'union absolument indispensable, naturelle, fondamentale de la peinture et de la poésie. Alors, vous avez toutes sortes de textes plus ou moins amusants, disons même assez amusants, hein, du genre la poésie dit à la peinture, nananère, je suis plus forte que toi, j'ai plus d'avantages, et la peinture répond mais non, moi j'ai plus d'intérêt. Vous avez des tas de choses comme l'histoire de Léonard de Vinci, la pittura è cosa mentale, et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, la peinture est chose mentale. C'est encore dans ce débat de la poétique, c'est-à-dire la peinture, elle est comme la poésie, c'est une chose qui relève de la pensée, même si ça passe par des couleurs, enfin par du matériel. Alors il faut voir qu'à l'époque de Léonard de Vinci, les peintres étaient nettement moins payés que les poètes quand on leur demandait quelque chose, enfin par les mécènes, les commanditaires, les employeurs divers des peintres et des poètes, parce que la poésie était considérée comme supérieure, vu qu'elle mettait en jeu le langage, le logos, et que la peinture, au contraire, était matérielle et mettait en jeu des couleurs, c'est-à-dire des matériaux. Alors ça, c'est un vieux mépris français, européen pour le travail manuel, considéré comme déprécié par rapport au travail intellectuel. Vous voyez, on retrouve ici toute une idéologie profonde. Et donc, quand Léonard de Vinci parle de la peinture comme chose mentale, que veut-il dire exactement? Eh bien, il veut dire en gros, je mérite d'être payé autant que les poètes, même si je suis peintre et même si je touche avec mes doigts de la matière, des couleurs, et que c'est moins valorisé. Et en fait, vous voyez comment ça s'inscrit dans ce débat global de la poétique. Voilà, donc suite de l'introduction. Donc la poétique, c'est deux exemples que je vous ai donnés pour désigner une période où ça va tellement ensemble, la peinture et la poésie, qu'on ne peut pas étudier l'une sans l'autre. On fait constamment référence à la poésie de la peinture et à la peinture de la poésie. Enfin, on est sans cesse dans un système, un réseau de métaphores à ce sujet. Et vous voyez comment finalement c'est quelque chose qu'on a parfaitement oublié parce qu'il est arrivé ensuite au XVIIIe siècle, l'esthétique. Alors, l'esthétique, ça commence par un bouquin de Baumgartner
publié en Allemagne assez tôt, hein, dans le XVIIIe siècle. Mais disons que l'effet de la poétique va continuer au-delà du XVIIIe siècle. Elle ne s'arrête pas au XVIIIe siècle. On ne peut pas dire 16e, 18e, c'est plutôt 16e, 19e. Et je vais vous le prouver grâce à, disons, le premier cours, ça va être un filage sur le thème de la couleur et du colorisme. Et je vais essayer de vous montrer dans ce filage comment le rapport à la couleur a évolué justement par rapport à ce passage disons, du sens ancien de la peinture poétique au sens nouveau de la peinture esthétique. Donc, premier cours, du colorisme ancien à la couleur au sens moderne. Alors, effectivement, vous savez, alors si j'avais pu vous envoyer au Louvre, vous faire étudier les tableaux, vous auriez remarqué tout de suite que ce n'est pas pareil quand c'est la fameuse Artemisia Gentileschi que vous avez en fond d'écran. Ça s'écrit Gentileschi et Sonia Delaunay. Donc, la première question, ça va être, deux points, pouvez-vous me fournir une image faite par Sonia Delaunay? Vous voyez, ce n'est pas des choses très difficiles. Il suffit d'aller sur Internet et de trouver l'image en question, une image d'une des peintures de Sonia Delaunay. Et en 3 lignes, de 3 à 5, hein, si vous voulez être plus bavarde, vous pouvez, mais bon, disons en 3 ou 4 lignes, vous expliquez ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous ressentez, quel est à votre avis ce rapport à la couleur, qu'est-ce que vous remarquez. Je ne vous demande pas la lune, hein, je vous demande simplement d'essayer de ressentir quelque chose et de vous demander, et le cours va vous aider à bien mettre au point cette sensation, qu'est-ce qui se passe dans des peintures comme celle de Sonia Delaunay par rapport à Artemisia Gentileschi, par exemple, ou tant d'autres peintres épictoresques qui datent, disons, de l'époque de la poétique. Et donc déjà, vous voyez comment il va articuler les deux notions, comment c'est important pour commencer, avant d'étudier tel ou tel artiste, etc., d'étudier ça. Alors, si j'avais voulu vous envoyer au Louvre, c'est parce qu'il ne faut pas jamais oublier ça. Alors ça, c'est Magalina Stergal qui le rappelait dans son cours de l'an dernier, mais je reprends cette idée, le Louvre vous appartient. Alors souvent, il y a des gens qui disent « oh mais non, nous, le Louvre apparaît comme une espèce d'aristocratie raffinée, réservée à une élite, etc. » Mais c'est absolument faux, hein. Il s'agit de votre patrimoine. Alors, c'est votre patrimoine à vous. Alors, patrimoine parce qu'il n'y a que des mecs, hein, forcément. Au Louvre, c'est que des tableaux masculins qui sont gardés. Il y a très, très peu de tableaux faits par des femmes pour diverses raisons. D'abord parce qu'elles ont été occultées, dévalorisées, etc. Ensuite, parce que justement, à cause de cette occultation, il n'y a pas beaucoup de tableaux qui ont été conservés. Et pour finir, parce qu'ils préfèrent les mettre dans les réserves que sur les cimaises. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de tableaux qu'il y a dans les réserves du Louvre. Alors, je parle surtout de peinture, hein, c'est surtout un cours sur la peinture qu'on va faire. On pourrait traiter d'autres sujets, de la gravure, je sais pas, du pastel, on peut en parler un peu du pastel, c'est un peu de la peinture, entre peinture et dessin. Bon, mais disons la peinture surtout, pas la sculpture, parce qu'il faut bien prendre un axe et que c'est celui que je connais le mieux, hein, c'est la principale raison, il faut bien avouer. Donc, euh, on va essayer de voir comment le colorisme n'est pas le chromatisme et comment on se place à la charnière de ces deux mondes, la poétique du XVIe au XIXe siècle en Europe, et ensuite, à partir du XIXe et au XXe, XXIe siècle, un autre rapport à la couleur qui est dès lors complètement différent, et la couleur n'est plus la même chose. D'un côté, on a, disons, le colorisme, et de l'autre, on a la couleur au sens moderne. Alors, un peintre qui est à la charnière de ces deux mondes, c'est Delacroix. C'est très pratique, Delacroix, parce que vraiment, c'est le pivot entre la méthode ancienne et la méthode nouvelle, si je puis dire. Et finalement, il est à la fois dans l'héritage de la couleur, entendu comme colorisme, qui est l'héritage des peintres de la Renaissance, et la couleur qui devient chromatisme. Alors, la différence principale, si on peut dire, c'est que le colorisme, c'est donc l'héritage des peintres de la Renaissance. Et comment ils faisaient pour faire vibrer les tons?
de couleurs, il se gardait bien de les poser pures sur la toile. En revanche, quand la couleur est devenue chromatisme, elle s'affranchit des mélanges et elle tire au contraire sa force des contrastes les plus tranchés. Alors, je vais prendre l'exemple de Lodovico Dolce, ça s'écrit comme un bonbon, enfin un gâteau en italien. Dolce, c'est pas un dolce, je ne sais plus trop ce que c'est des gourmandises quelconques. Bon, bref, ça s'écrit D-O-L-C-E, Lodovico Dolce. Alors, qui c'est lui? C'est un théoricien coloriste de la Renaissance italienne et il vantait l'éclat profond de ce qu'il appelle le tonneau. Alors, ce n'est pas un tonneau pour extraire le vin, c'est TONO, le tonneau, c'est-à-dire les tons, le ton, la tonalité. Donc, il appelle ça le velours des tons obtenus par de savantes gradations colorées. Mais il faut bien voir qu'au temps de la Croix, il y a un certain Chevreul, Chevreuel, qui établit les premières nomenclatures de la couleur au sens moderne du mot. Et finalement, des gens comme Signac ou comme Sonia Delaunay vont choisir la beauté sans compromis des couleurs pures et franches. Alors finalement, pour résumer, Delacroix est un peintre coloriste dans la tradition de la Renaissance, donc il est le dernier des anciens, et tenté qu'il est par les théories du fameux Chevreul, il apparaît comme le premier peintre de la modernité. Deuxième question dans ce cours d'introduction, c'est la question sur Chevreul. Qui était Chevreul et quel était son métier et à quoi travaillait-il? Voilà, donc ça c'est fini pour mon cours d'introduction. Je vais le numéroter 1 et ensuite il y aura donc un certain nombre d'autres cours que je numéroterai 2, 3, 4. Enfin, vous avez compris le principe. Donc dans ce cours, vous avez eu 2 questions déjà. Il n'y en aura peut-être pas tant dans les autres cours. Mettons une question par cours maximum afin de ne pas vous faire une charge de travail trop énorme. Voilà, donc fin du premier cours et nous continuons avec le deuxième.